Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est d'étudier les équilibres chimiques. On pourrait penser que les réactions chimiques s'arrêtent lorsque l'un des réactifs, celui qui est minoritaire, a été entièrement consommé. Nous allons voir maintenant que ce n'est pas le cas dans la grande majorité des réactions chimiques. Tout d'abord, faisons un rappel sur la réaction totale et considérons la réaction de combustion du méthane. L'équation de cette réaction nous indique que la combustion de 1 mol de méthane nécessite 2 mols de dioxygène. Et si on fait réagir 1 mol de méthane avec 1 mol de dioxygène seulement, dans ce cas-là, le dioxygène n'est pas suffisant pour faire réagir tout le méthane et on dit qu'il est limitant. À l'issue de la réaction, il ne restera donc plus de dioxygène puisqu'il est limitant. Par contre, il restera du méthane qui n'aura pas réagi et on peut calculer qu'il en restera 0,5 mol. Une réaction telle que celle que nous venons d'envisager, à l'issue de laquelle le réactif limitant a totalement disparu, est qualifiée de réaction totale. Il existe néanmoins des situations qui ne sont pas aussi nettes que la combustion du méthane. Dans ces cas-là, après réaction, le réactif limitant n'a pas rigoureusement disparu, mais subsiste à l'état de trace, c'est-à-dire en quantité infime, non détectable par la plupart des méthodes chimiques. Une telle réaction est qualifiée alors de réaction quantitative ou de réaction quasi totale pour insister sur le fait que la réaction n'est pas rigoureusement totale. Mais en pratique, pour beaucoup d'applications, elle sera considérée comme telle. À côté des nombreuses réactions totales ou quantitatives, on rencontre aussi énormément de réactions à l'issue desquelles le réactif limitant est loin d'avoir entièrement disparu lorsque la réaction cesse d'évoluer. Étudions maintenant ces réactions particulières. Tout d'abord, montrons la réversibilité des réactions chimiques à travers la formation des stalactites dans les grottes calcaires. Le carbonate de calcium ou calcaire de formule CaCO3, héritage des océans disparus, est présent dans tous les dépôts souterrains. Sous l'action de l'eau infiltrée contenant du dioxyde de carbone, le calcaire se dissout en produisant des ions calcium Ca2+, et des ions hydrogénocarbonate HCO3-, comme le montre l'équation bilan. Lorsque cette eau infiltrée, riche en minéraux, les ions calcium et hydrogénocarbonate, débouche dans une grotte, la réaction inverse se produit alors. Les ions calcium et les ions hydrogénocarbonate réagissent ensemble pour reformer le carbonate de calcium, le calcaire qui précipite et forme les stalactites, pour former également du dioxyde de carbone qui se dégage dans la grotte, et il y a également formation d'eau. Nous voyons donc à travers cet exemple qu'une même réaction peut se dérouler dans les deux sens. Vers un équilibre chimique. Étudions la réaction entre deux réactifs A et B qui forment après réaction deux produits C et D. Lorsque les réactifs A et B se rencontrent dans le milieu réactionnel, deux situations sont alors possibles. Soit la rencontre ne conduit pas à la formation des produits C et D, on dit alors que le choc est non efficace. Soit la rencontre conduit à la formation des produits C et D, on dit alors que le choc est efficace. Des chocs efficaces peuvent également se produire entre les produits C et D une fois qu'ils sont formés et lorsqu'ils sont suffisamment nombreux. La réaction directe et la réaction inverse ont lieu alors en même temps dans le milieu réactionnel. Dans un premier temps, la concentration des espèces A et B est beaucoup plus importante que celle des espèces C et D. Les espèces A et B ont alors plus de probabilité de se rencontrer que les espèces C et D, et la vitesse de la réaction est plus importante dans le sens direct. Ensuite, les concentrations des espèces C et D augmentent, ce qui augmente également leur choc efficace, et la vitesse de la réaction indirecte augmente alors également. Il arrive un moment où les vitesses des réactions dans les deux sens deviennent égales. Une espèce va alors se créer aussi vite qu'elle est consommée par la réaction inverse. Les concentrations des espèces A, B, C et D stagnent. La réaction semble être terminée, bien qu'il reste des deux réactifs, la concentration des produits n'augmente plus. Une réaction chimique ne se traduit donc pas toujours par la disparition complète du réactif minoritaire. Le système n'évolue plus au niveau macroscopique. En fait, le système évolue
plus au niveau macroscopique, mais au niveau microscopique, la réaction se déroule toujours dans les deux sens. De nombreuses réactions sont ainsi partielles et aboutissent à un équilibre entre les réactifs de départ et les produits de réaction. Le symbole de la simple flèche n'est alors pas adapté à la modélisation des réactions qui aboutissent à un état d'équilibre. On lui préfère un symbole symétrique, le signe égal, signifiant que la réaction peut se produire dans les deux sens. Le quotient de réaction est une grandeur sans unité qui nous renseigne sur l'évolution d'une réaction chimique. Soit la réaction suivante en solution aqueuse, où deux réactifs A et B donnent deux produits C et D, on définit le quotient de réaction par la relation suivante. Le quotient de réaction est donc le rapport des concentrations des produits sur les concentrations des espèces réactives, en faisant apparaître également, en exposant, les coefficients stoichiométriques de l'équation bilan. Il est à noter que dans cette expression, il ne faut pas tenir compte du solvant s'il apparaît dans l'écriture de la réaction, ici l'eau, dans cette partie du programme. Il ne faut également pas tenir compte des espèces chimiques solides. Voyons quelques exemples d'application. Alors, prenons la première réaction. Dans cette réaction, nous n'avons que des espèces à l'état aqueuse, que des ions. Dans ce cas-là, on applique directement la formule du quotient de réaction. Donc, le quotient de réaction est égal à la concentration des produits, I2 fois concentration de l'ion sulfate au carré, puisque nous avons un 2 devant l'ion sulfate, divisé par la concentration de l'ion I- au carré, puisque nous avons un 2 devant l'ion I- dans l'équation bilan, multiplié par la concentration de l'ion thiosulfate. Deuxième exemple. Dans ce deuxième exemple, nous voyons apparaître l'eau comme solvant. Dans l'expression du quotient de réaction, l'eau n'apparaîtra pas. L'expression nous donne donc concentration de l'ion CH3CO- multiplié par la concentration de l'ion H3O+, nous commençons donc par la concentration des produits, divisé par la concentration du réactif, à savoir CH3COH. Troisième exemple. Dans ce troisième exemple, on voit apparaître deux espèces à l'état solide qui ne vont pas apparaître dans le quotient de réaction. Ce quotient nous donne donc simplement la concentration de l'ion Cu2+, divisé par la concentration de l'ion Ag+, au carré, puisqu'il y a un 2 devant l'espèce Ag+, dans l'équation. Quatrième exemple. Ce quatrième exemple nous montre également l'apparition d'une espèce à l'état solide qui n'apparaîtra pas dans le quotient de réaction. Ce quotient de réaction nous donne la concentration de l'ion Ca2+, multiplié par la concentration de l'ion Cl- au carré, divisé par 1, qui correspond à la concentration de l'espèce à l'état solide. Pour le dernier exemple, nous avons également apparition d'une espèce solide du côté des produits. Le quotient de réaction nous donne donc la relation 1 divisé par la concentration de l'ion Cu2+, multiplié par la concentration de l'ion OH- au carré. La constante d'équilibre. Reprenons l'expression du quotient de réaction que l'on vient de voir précédemment, qui est associée donc à la réaction entre deux réactifs A et B qui forment deux produits C et D. Le quotient de la réaction dépend des concentrations des réactifs et des produits. Ces concentrations évoluent au cours de la réaction, donc la valeur du quotient de réaction Q va donc évoluer au cours de la réaction. Au départ, les concentrations des produits étant nulles, le quotient de réaction est également nul, puisque les concentrations des produits apparaissent au numérateur de l'expression du quotient de réaction. Donc si la concentration de C est nulle et la concentration de D est nulle, le quotient de réaction aura une valeur nulle. Par contre, lorsque la réaction a atteint son état d'équilibre, les concentrations ne changent plus. Le quotient de réaction va alors atteindre une valeur limite que l'on va nommer constante d'équilibre K. Ainsi, le quotient de réaction varie d'une valeur nulle lorsque la concentration des produits est nulle pour se diriger vers une valeur limite qui correspond à la constante d'équilibre de l'équation,
lorsque les concentrations ont atteint leur valeur constante. Si la constante d'équilibre est supérieure à 10 puissance 4, alors on va considérer que les concentrations des espèces A et B, les réactifs, sont ultra minoritaires devant les espèces C et D. On dira alors que la réaction est totale, plus précisément quasi totale. Voyons deux exemples. Tout d'abord, lorsque l'on verse de l'acide éthanoïque dans de l'eau, on a la réaction suivante. CH3COH, l'acide éthanoïque, réagit avec l'eau pour former l'ion éthanoate CH3CO- plus H3O+. Le quotient de réaction s'affiche. Concentration de l'ion CH3CO- multiplié par la concentration de l'ion H3O+, divisé par la concentration de l'acide éthanoïque CH3COH. La constante d'équilibre K, que l'on appellera d'ailleurs plus précisément constante d'acidité Ka dans un prochain cours, vaut ici 1,7 10-5. Ce qui signifie que lorsque la réaction cesse d'évoluer, à l'état macroscopique, puisqu'à l'état microscopique, la réaction continue toujours de se faire dans les deux sens, mais à même vitesse. Donc lorsque la réaction cesse d'évoluer, les concentrations des espèces dans le milieu réactionnel seront reliées par la relation suivante. Le quotient de réaction a alors atteint sa valeur limite K. Deuxième exemple, lorsque l'on verse de l'acide éthanoïque dans de la soude, on a alors la réaction suivante. CH3COH réagit avec H- l'ion hydroxyde présent dans la soude pour former l'ion CH3COO-, l'ion éthanoate et des molécules d'eau. La constante d'équilibre de cette réaction est de 1,7 10 puissance 9. Nous voyons ici que cette constante d'équilibre est très largement supérieure à 10 puissance 4. Donc dans ce cas, la réaction peut être considérée comme quasi totale et on mettra une flèche au lieu du signe égal dans l'équation de la réaction. Voyons maintenant comment évolue un système chimique lorsque l'on change quelques paramètres expérimentaux. Donc reprenons toujours notre réaction entre les réactifs A et B qui forment les réactifs C et D. Le sens 1 de la réaction va s'appeler le sens direct et le sens 2 sera le sens indirect. Au cours d'une réaction chimique, on peut être amené à chauffer ou à refroidir le milieu réactionnel, à augmenter ou à diminuer la concentration d'un des réactifs, soit A, soit B, à retirer un des réactifs du milieu réactionnel au fur et à mesure de sa formation. Quelles vont alors être les conséquences de ces modifications sur l'équilibre du système? Pour déterminer les conséquences de ces modifications, nous allons appliquer un principe qui est le principe de Le Chatelier. Si un système à l'équilibre est soumis à une perturbation, il va alors réagir de façon à s'opposer à cette perturbation. Les réactions capables de diminuer la perturbation est alors favorisée. Voyons quelques exemples d'application. Ainsi, si on augmente la concentration d'une substance dans un système à l'équilibre, l'équilibre va alors se déplacer dans le sens qui permet de diminuer la concentration de la substance ajoutée. Ainsi, si on augmente la concentration de l'espèce A ou de l'espèce B, l'équilibre va alors se déplacer dans le sens direct, qui est le sens de la consommation des espèces A et B qui ont été rajoutées. Deuxième cas, si on augmente la température. Dans ce cas-là, l'équilibre va se déplacer dans le sens qui consomme la chaleur apportée, donc dans le sens endothermique de la réaction. Troisième cas, si on augmente la pression, dans le cas où il y a des espèces gazeuses dans l'équation. L'équilibre va alors se déplacer dans le sens qui permet de diminuer la pression, donc du côté où il y a le plus de molécules de gaz vers le côté où il y a le moins de molécules de gaz. Étudions pour finir quelques exemples. Tout d'abord la réaction entre le sulfate de plomb et les ions iodures qui forment de l'iodure de plomb et des ions sulfates. Cette réaction est exothermique. Ainsi, si on augmente la concentration en ions I-, l'équilibre va alors se déplacer dans le sens de la consommation des ions I-.
La réaction dans le sens 1 alors est favorisée puisque c'est cette réaction dans le sens 1 qui consomme les ions I-. Si on augmente maintenant la température, l'équilibre va se déplacer dans le sens de la consommation de la chaleur apportée. La réaction va alors se déplacer dans le sens endothermique, qui est la réaction dans le sens indirect, puisque dans le sens direct, nous avons indiqué que la réaction était exothermique. Donc pour consommer la chaleur apportée, la réaction inverse va être favorisée. Deuxième exemple. Donc étudions l'équilibre qui existe dans une bouteille d'eau gazeuse entre le dioxyde de carbone dissous et le dioxyde de carbone à l'état gazeux. Quand on ouvre la bouteille, la pression dans la bouteille diminue. L'équilibre va alors se déplacer dans le sens de la formation de molécules de gaz, donc dans le sens direct. Il va donc y avoir formation de dioxyde de carbone à l'état gazeux. Le dernier exemple concerne la synthèse de l'ammoniac qui se fait à partir de la réaction entre le diazote N2 et le dihydrogène H2. On veut augmenter le rendement de cette synthèse et on se pose la question, faut-il augmenter ou diminuer la pression du milieu réactionnel? Si on veut augmenter le rendement de la synthèse, il faut alors déplacer l'équilibre dans le sens de la formation de l'ammoniac NH3, donc dans le sens direct. Et l'équation de la réaction nous montre que dans le sens direct, on passe de 4 moles de gaz, 1 mol de N2 plus 3 moles de H2, à 2 moles de gaz, 2 moles d'ammoniac. Donc, on passe de 4 moles à 2 moles, soit une baisse de la pression. Ainsi, il faut donc augmenter la pression, car l'équilibre va alors se déplacer dans le sens de la baisse de la pression, donc dans le sens direct. Pour augmenter la pression, on peut diminuer le volume du récipient qui contient le mélange réactionnel.